Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un deuxième épisode de notre podcast Business Talk qui va porter sur les startups in Morocco WhatsApp. Dans cet épisode, nous allons explorer les différents aspects spécificités fiscales et financiers dédiés aux startups comme étant un moteur d'innovation, d'évolution et de croissance. Que vous soyez déjà un entrepreneur, un investisseur ou simplement curieux de savoir plus sur les startups in Morocco, cet épisode est fait pour vous. Afin de connaître plus sur les startups au Maroc, nous allons accueillir aujourd'hui avec nous M. Jadalchi Youssef, qui est expert comptable, commissaire aux comptes et associé gérant du cabinet Tegra Consulting, le partenaire de confiance des PME au Maroc, et M. Jamal Moussaddaq, qui est auto-entrepreneur et président du Retail Tech Cluster. Merci. Commençons par mieux appréhender le terme startup. Qu'est-ce qu'on entend par une startup? Et je m'adresse à vous, M. Moussaddaq, en votre qualité d'auto-entrepreneur. Alors, généralement, pour définir ce que c'est qu'une start-up, moi personnellement, je pars d'une définition conventionnelle qui est connue par tout le monde et qui a été portée par une des figures de la Silicon Valley, Steve Blank. Tu veux faire la définition d'ILE, une start-up, c'est une organisation temporaire à la recherche d'un business model industrialisable, rentable, permettant une croissance. Et à partir de cette définition, on peut décliner trois caractéristiques de ce que c'est qu'une start-up. D'abord, l'aspect transitoire, quand il dit c'est une organisation temporaire. Donc, une start-up, elle est censée évoluer vers une entreprise classique une fois qu'elle a retrouvé son business model. Après, Tigoulina à la recherche d'un business model industrialisable, ça veut dire qu'une start-up, elle est en permanence à la recherche d'un business model. Donc, le parcours d'ILL, c'est trouver un business model rentable et viable. Et après, il nous parle de la rentabilité et de la croissance. Et là, on peut parler d'une des caractéristiques d'une start-up, ce qui est la scalabilité d'une entreprise. Une entreprise, elle est appelée à chercher la croissance le plus rapidement possible et à conserver sa rentabilité. D'où le concept de la scalabilité d'une entreprise, d'une start-up. Voilà en gros ce que c'est qu'une start-up, si on doit résumer rapidement. D'accord. En fait, pour compléter ce qu'a dit Simon Sadar, effectivement, il n'existe pas une définition claire de ce que c'est une start-up. Et partant de ce constat, une start-up, on va la définir à travers ses caractéristiques. Donc, au-delà des caractéristiques énoncées par Simon Sadar, il y a une principale caractéristique, à savoir l'innovation. Les startups sont connues pour être des facteurs d'innovation et l'innovation joue un rôle très important dans l'écosystème de la startup. Donc une startup se distingue d'une entreprise classique par le facteur innovation. Parce que la startup commence par une idée, un concept, qu'il faut le faire évoluer vers un modèle économique viable. Et donc ça suppose qu'il y a une part d'innovation très importante. Partant de cette première caractéristique, cela nous amène à une deuxième caractéristique, à savoir l'incertitude. Un start-upper évolue dans un modèle économique incertain qui reste à définir. Et cette incertitude, le start-upper doit la gérer. Parce que l'incertitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le moment où on va faire évoluer l'idée du concept vers un modèle économique viable. Et donc, cette phase de développement, elle peut durer un certain temps, une semaine, un mois, une année, mais c'est une phase que la start-up doit gérer. Troisième caractéristique que je rajouterai par rapport à ce qu'a dit Simon Sadar, c'est la capacité d'une start-up à avoir un niveau de consommateur plus large qu'une entreprise classique. Une start-up qui développe un produit innovant, un service innovant, a la capacité d'atteindre un niveau de consommateur beaucoup plus grand qu'une entreprise classique. Donc il peut toucher aussi bien des consommateurs au niveau local, au niveau régional, au niveau national, voire au niveau international. Chose qui est plus difficile pour une entreprise classique. Et enfin, je termine par une autre caractéristique qui a été évoquée par Simon Sadar, c'est le fait de scalabilité. Ça veut dire quoi l'effet de scalabilité? C'est qu'une start-up, elle est amenée à se développer, à croître rapidement, mais tout en gardant la même organisation de départ.
Chose qui, pour une entreprise classique, inimaginable. Une entreprise classique, pour qu'elle puisse se développer, elle doit investir davantage, faire évoluer l'organisation, croître l'organisation et donc augmenter le niveau d'investissement et le niveau d'engagement financier. Une start-up, non. Une start-up peut atteindre des niveaux de croissance élevés tout en gardant l'organisation de départ bien, voire une organisation légèrement améliorée. Et donc là, c'est aussi une caractéristique principale des start-up qui les distingue des autres entreprises classiques. D'accord, donc partant de cette définition et de ces caractéristiques, est-ce qu'il y a une culture par start-up et quel est le mindset des start-up? Bien sûr, la start-up a de la culture, il y a un mindset. De la culture, c'est cette culture-là qui lui permet d'évoluer dans ce qu'on dit, l'environnement incertain, dans l'incertitude. Et moi, si je dois résumer la culture de la start-up, je la résume en 3 points. D'abord, le point qui a été évoqué par Youssef, la culture de l'innovation. Une start-up doit obligatoirement apporter l'innovation. Et aussi raisonner innovation en permanence. Et là, l'innovation, c'est la clé de différenciation d'une start-up. Et c'est cette clé de différenciation qui va lui apporter de la croissance. Le deuxième point, la culture de la résilience. Quand on démarre une start-up, on démarre avec peu de moyens, peu de ressources humaines et financières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire avec ce qu'on a à disposition et pas ce qu'on aimerait avoir. Autrement dit, on n'attend pas jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de moyens et de ressources humaines pour démarrer notre projet. Ça, c'est la culture de la résilience. Et le troisième point, et qui est assez important, c'est la culture du partage et de la collaboration. Généralement, quand on commence un projet start-up, on n'est pas très nombreux. Enfin, on est quelques collaborateurs. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut mobiliser tout le monde et susciter avec l'engagement de l'équipe. Et l'engagement ou la mobilisation, elle arrive avec... on doit adopter une posture managérielle, participative. De la posture, elle passe par 2 éléments. D'abord, qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence collective. En gros, il faut que tout le monde soit impliqué dans le développement du business et aussi dans la prise de décision. Il n'y a que comme ça qu'on peut susciter l'engagement à l'équipe. Le deuxième point, la communication. Il faut une communication étroite et transparente. En gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faciliter au maximum les process pour faciliter la circulation de l'information entre les équipes et ce qui va nous permettre de capitaliser sur la diversité des compétences qu'a l'équipe. Et c'est ça qui fait qu'on peut évoluer dans un environnement incertain. Voilà en gros la culture et le mindset d'une start-up. D'accord, très bien. Alors, juste avant de passer à la question suivante, juste pour compléter et rebondir sur ce qu'a dit Simon Sapta, l'effet incertitude, effectivement, c'est une caractéristique, c'est une culture propre à une start-up et que les start-upers doivent la gérer. Donc, ça veut dire quoi? Parce que cette incertitude est déco de quoi? Elle est déco du fait qu'une start-up cherche à développer un nouveau modèle économique à travers un nouveau service ou un nouveau produit. Et donc, bien sûr, les start-upers naviguent à vue sans vraiment avoir une boussole claire. Et donc, moi, la culture, le mindset que doit avoir un start-upper, c'est de ne pas hésiter à remettre en cause son idée de départ. Parce que le start-upper reste aussi un entrepreneur. Et donc aussi avec des ressources financières très limitées. Et s'il ne fait pas attention à ces ressources financières, il peut rester sur le concept de son idée et après ne pas évoluer vers un modèle économique viable. Donc un start-upper, certes, il doit prendre des risques, il doit évoluer dans un environnement incertain, mais il faut gérer tout ça. Gérer ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne pas hésiter à remettre en cause l'idée initiale, soit à l'abandonner et faire une autre idée, ou la revoir, la peaufiner pour justement la rendre rapidement et la développer du concept vers une idée qui peut être commercialisable et qui peut avoir un modèle économique viable. C'est juste un point là-dessus qui paraît capital. Il ne faut pas hésiter, qu'il y ait des croyances qu'il faut bannir quand on parle le monde de l'entrepreneuriat en général, pas uniquement que start-up, où on ne part pas avec des idées figées ou
Donc, on est amené à développer en faisant. Et justement, à ce titre-là, je vais juste partager avec vous l'image. L'image que j'aime bien reprendre, moi, chaque fois qu'on parle de start-up, c'est une image qui a été donnée par un entrepreneur français qui fait justement le parallélisme entre l'entreprise classique ou la start-up. Il prend par exemple le référentiel où le monde, l'univers de la Formule 1. Où tu dis que l'entreprise classique, c'est une écurie, elle est un parcours classique. Elle va développer sa voiture. Elle va faire de la recherche, développement, elle va aller tester, recruter le chauffeur ou pour participer à la course. Par contre, la start-up, c'est une écurie qui développe la voiture pendant la course. Ça veut dire qu'on est amené à tester, donc ajuster, donc il y a l'exécution pendant la course, il y a l'itération. C'est-à-dire au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon modèle économique. Voilà en gros. Si je peux reprendre. Très bien, ça marche. Passons maintenant à l'aspect fiscal. Monsieur Verti, en tant qu'expert comptable, est-ce qu'il existe des avantages et des encouragements fiscaux dédiés aux startups? Alors, en fait, il n'existe pas un avantage fiscal pour les startups, mais il existe un avantage fiscal pour les contribuables ou bien les investisseurs qui veulent investir dans les startups. Donc, en effet, le Code général des impôts a instauré en 2018 un cadre fiscal qui a été amélioré en 2020 et qui encourage l'investissement dans les startups en permettant donc à tout contribuable ou tout investisseur d'investir dans les startups, ou bien dans ce qu'il a lui appelé comme entreprises innovantes en nouvelles technologies, d'investir dans ces entreprises à hauteur de 500 000 dirhams comme prise de participation. Et donc, l'avantage fiscal consiste à donner à cet investisseur un crédit d'impôt de l'ordre de 30%. Donc cet avantage fiscal qui a été introduit par la loi de finances de 2018 prévoyait un niveau de participation de 200 000 dirhams et la loi de finances de 2020 l'a augmenté à 500 000 dirhams. Alors maintenant, qui dit avantage fiscal dit des conditions à respecter. Alors, le Code général des impôts a précisé que cet avantage fiscal n'est valable que pour les entreprises innovantes aux nouvelles technologies. Et il a donné une définition claire de ce qu'il entend par une entreprise innovante aux nouvelles technologies. Et il l'a défini en mettant 3 conditions à respecter. La première, c'est que l'entreprise en question doit avoir moins de 5 ans d'existence. Deuxième condition, il faut que l'entreprise qui va recevoir cet investissement doit réaliser un chiffre d'affaires de moins de 5 millions de dirhams au titre de chacun des 4 derniers exercices. Et la troisième condition, il faut que cette entreprise-là, qu'elle puisse dire innovante, il faut qu'au niveau de ses dépenses, qu'on ait au moins 30% de charges sous forme de charges de formation et de recherche et développement. D'accord? Donc ce sont 3 conditions cumulatives que tout investisseur doit vérifier en amont avant d'investir dans une entreprise dite innovante. Parce que si ces conditions ne sont pas remplies, même s'il investit 500 000 dirhams, il ne pourra pas bénéficier du crédit d'impôt qui est donné par le Code général des impôts. D'accord, ça marche. Alors après ces définitions ou ces éclaircissements, nous aimerions bien savoir les différents modes de financement pour les startups. Et je m'adresse à vous, Monsieur Moussata. Alors, le financement, la question de financement, je suis dire qu'il y a 2 écoles de financement des startups. Il y a l'école de bootstrapping, c'est-à-dire qu'il y a des fondateurs d'entreprises de startups qui choisissent de se financer avec leurs fonds propres ou d'aller vers la dette bancaire. Donc, ils ne font pas appel aux investisseurs donc pour financer leur croissance. Donc ça, c'est la première école. Deuxième école, c'est les start-upers qui vont aller chercher de l'investissement. Donc, ils vont aller chercher, il y a des levées de fonds, une ou plusieurs levées de fonds, mais en contrepartie, c'est appelé l'equity. Et tout ça pour accélérer le financement de la croissance. Ça donc, pour aller chercher de l'investissement, on peut aller voir des business angels, des capital risqueurs, des fonds d'entreprise, etc., etc. Donc, les deux modes de financement liquidés. En fait, il y a un nouveau mode qui a été récemment, dans le cadre réglementaire, a été complété, c'est le crowdfunding.
le crowdfunding ou bien le financement collaboratif. Et donc, dernièrement, Banque Maghreb a publié donc, un texte réglementaire qui régit donc, justement le recours à ce type de financement. L'AMC également a édicté donc, le texte en fait, qui régit donc, ce type de financement. Donc, on va dire que l'écosystème de financement a été complété au Maroc par un nouveau mode qui est le crowdfunding, qui est un mode de financement qui est très utilisé en Europe et encore plus aux États-Unis, et qui est vraiment des startups et des PME, TPE recourent davantage à ce mode de financement. Parce qu'il est très. En quoi ça consiste? Ça consiste à lever des fonds auprès du public via des plateformes digitales. Donc je pense que le cadre réglementaire a été finalement dernièrement mis en place et complété par les textes réglementaires d'application. Donc on peut espérer dans les prochains mois voir des types de financement, des types de crowdfunding se développer et les startups pourront éventuellement en bénéficier. D'accord, ça marche. Alors ça, c'est par rapport au mode de financement. Qu'en est-il des programmes de financement au Maroc? Ouais, les programmes de financement, il y en a tellement. Enfin, il n'y a jamais assez. Mais il y en a de plus en plus. Donc, on en voit de plus en plus qu'il y a des programmes de financement. Quel programme de financement, programme d'accompagnement et de financement. On ne va pas tous les citer. Il y a un distinguo à faire qui paraît capital. On va faire la différence entre les programmes de financement sous forme de prêt. Donc on va lever de l'argent à des programmes de financement sous forme de dette. Donc on a de la dette à rembourser, mais par contre il n'y a pas de dissolution de capital. Et à ce titre-là, on peut citer par exemple les programmes via la CCG, via le programme Trinulcom, plusieurs programmes, sauf à l'exception de Innovadia des sous forme de subvention. Les deuxièmes programmes, c'est les programmes de financement sous forme d'investissement. Ça veut dire qu'on va se financer via l'equity. Il y a une dissolution de capital ou qu'il y a le risque d'ingérence. Parce qu'on n'est plus seul maître à bord. Donc il y a le risque d'ingérence sur les prises de décision stratégiques opérationnelles. On peut citer par exemple le programme du CDG Invest, 212 fonds en même temps, c'est un programme de financement et d'accompagnement. On peut citer par exemple les programmes de financement du Maroc Numeric Fund. Voilà, entre autres. Il y a énormément de programmes, mais il faut faire la distinction entre les deux. Qui est dans la dette ou qui est l'equity. Voilà. Enfin, juste pour compléter, justement, comme a dit ici Moussadar, il y a deux programmes d'accompagnement et de financement. Un qui se base sur la dette et un autre qui se base sur la prise de participation. Et donc, ici, en fait, un start-upper, il va dire quel mode choisir. Est-ce que je vais sur la dette ou bien je vais aller chercher un partenaire qui va rentrer dans le capital. Et donc, la réponse à cette question, c'est l'expert comptable qui peut l'apporter. D'accord? Parce que l'expert comptable, il peut justement expliquer au start-upper quels sont les avantages et les inconvénients d'aller vers la dette, ou bien quels sont les avantages et les inconvénients d'aller sur la prise de participation. Parce que qui la dette, c'est vrai qu'on garde une certaine indépendance en matière managériale, mais c'est un coût, il faut le rembourser. Le fait de recourir à un investisseur, c'est vrai, on garde une santé financière parce qu'il n'y a pas d'endettement, mais qui m'agace on risque de perdre en fait notre contrôle de la société parce que l'investisseur pourrait prendre la majorité dans le capital, ou bien même il peut même interférer dans la gestion et dans les choix stratégiques à suivre dans la start-up. Donc le conseiller qui pourrait justement conseiller le start-upper, c'est l'expert comptable pour les orienter vers quel mode qui serait le plus adapté à la start-up en question. Alors justement, comme on vient de le voir durant notre discussion, il y a tellement d'informations qui s'avèrent difficiles à assimiler tous à la fois. Alors quel est le rôle de l'expert comptable dans l'accompagnement des startups au Maroc? Alors, je pense que c'est moi qui va la question m'adresse à moi. Oui, bien sûr. Alors, donc, expert comptable. Alors justement, l'expert comptable, d'abord il faut dire que l'expert comptable c'est le principal interlocuteur des chefs d'entreprise. Donc pourquoi? Parce que l'expert comptable, en fait, c'est un professionnel qui a vraiment la capacité à analyser la question d'un point de vue fiscal, comptable, juridique et même financier. Donc c'est quelqu'un qui a la capacité justement de conseiller, d'orienter le client vers une décision
tout en réfléchissant sur les implications qu'ils peuvent avoir aussi bien sur le plan juridique, fiscal et financier. Donc, par rapport à la question, par rapport aux startups, donc déjà, l'expert comptable, à mon avis, peut assurer un accompagnement en amont des start-upers. En amont, déjà, pour modéliser leur idée. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'élaboration du business plan. Donc, de dire que voilà, votre idée, elle tient la route, il y a un business plan, voilà les recettes, voilà les dépenses, voilà le niveau de rentabilité espéré et voilà le retour sur l'investissement. Donc, ça, c'est l'expert comptable qui est le plus habilité à faire ce travail. Donc, une fois que l'idée est modélisée de manière financière, on va passer à l'étape de la création. Donc, choix de la structure juridique, les démarches administratives classiques, etc. Mais il y a une étape importante dans la création d'une start-up qu'il faut prévoir, c'est la rédaction d'un pacte d'actionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un pacte d'actionnaires? En fait, c'est une convention qui sera établie entre les fondateurs de la start-up, qui va clarifier le fonctionnement de la start-up, qui va faire quoi dans la start-up, comment la start-up va se développer, qui va prendre les décisions, et surtout cette convention, ou bien ce pacte d'actionnaires, va préciser les modes de résolution en cas de conflit. Parce que quand on parle de start-up, généralement on a des fondateurs, généralement on crée une start-up à 50-50, ou bien un tiers chacun, mais c'est un mode d'actionnariat qui peut facilement engendrer un blocage au niveau des associés. Et du moment qu'il n'y a plus d'entente entre associés, c'est le blocage total. Les statuts ne prévoient rien pour résoudre ce blocage. Donc s'il n'y a pas de pacte d'actionnaires, tous les efforts qui ont été faits par les start-upers pour développer l'idée, etc., ils peuvent se trouver détruits et donc conduire la start-up vers la liquidation avec toutes les conséquences financières, sociales qui peuvent en découler. Donc l'expert comptable, il est là pour justement accompagner les start-upers à établir ce document, à savoir le pacte d'actionnaires. Ça, c'est en amont. Une fois que la start-up est créée, bien sûr, l'expert comptable va l'accompagner au quotidien pour remplir ses obligations comptables, fiscales, juridiques et sociales. Et aussi, il peut aussi l'accompagner dans son développement. Parce que, comme a dit Simon Sadar, une start-up aussi se caractérise par son appétit pour le financement. Et donc, l'expert comptable est le plus outillé pour justement accompagner les startups dans la levée des fonds. La levée des fonds, c'est un exercice qui est très périlleux et très fastidieux, très technique. Et donc, sans l'intervention de l'expert comptable, je ne vois pas comment un start-upper pourra faire face à des investisseurs qui, eux, sont très outillés, très bien encadrés, très bien accompagnés. C'est comme si, en fait, on a deux rapports de force. Donc, si la start-up n'est pas accompagnée par un expert comptable qui va veiller justement à sauvegarder ses intérêts, à ne pas se trouver avec, en fin de compte, après le deal, se trouver dilué dans le niveau du capital et, in fine, perdre tout le contrôle de sa start-up et tout le contrôle de son projet. Et l'accompagnement aussi se fait après la levée des fonds. Parce que ça aussi, c'est très important, parce qu'une start-up qui travaille avec des fonds propres, c'est pas comme une start-up qui va accueillir un investisseur, qui sera exigeant en matière de transparence financière, en matière d'arrêté, etc. Donc l'expert comptable va accompagner la start-up dans ce changement de gouvernance, de transparence financière et de rigueur financière. Parce qu'un investisseur, il va demander des closings mensuels, il va demander des cash flows actualisés, il va savoir en quelque sorte, il va surveiller l'argent qu'il a investi dans la boîte, ce qui est tout à fait normal. Mais si la start-up ne prend pas ça en considération, on risque d'avoir un actionnaire qui va être frustré et rapidement qui voudrait se retirer de la société ou bien carrément aller en justice parce qu'il se trouve que la start-up gère mal son argent. Donc l'expert comptable aussi a un rôle d'accompagner la start-up une fois que la levée de fonds est réussie. Donc, comme on peut le voir, vraiment l'expert comptable, c'est quelqu'un qui peut accompagner la start-up dès le départ et lui assurer une croissance durable et saine. D'accord, très bien. Alors maintenant, on vient de voir une revue globale sur les start-up, passant par sa définition, par ses avantages fiscaux dont elle bénéficie, les modes et programmes de financement. Maintenant, M. Moussadar, selon vous, quel est l'avenir des start-up? L'avenir des startups, moi, je ne sais pas vous dire vraiment ce qui va être l'avenir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on commence à avoir une dynamique. Quelle est une dynamique dans les startups? Quel est un écosystème qui est on ne va pas dire qu'il est là, mais il est en gestation. Quel est des outils, quel est des programmes d'accompagnement en train de broder. Et qui l'a dit. Mais moi, si vous voulez, pour finir à de la réflexion autour de la start-up,
Moi, je pense, c'est pas une recommandation, mais c'est un souhait. Donc, on a besoin d'une structure. On a besoin d'une structure à l'échelle nationale qui gère l'écosystème et qui s'occupe de l'animation de l'écosystème. Et pour moi, pour la garantie de la réussite de la structure, il faut qu'elle soit gérée par des start-upers, par des fondateurs de start-up, par des entrepreneurs. Je sais pas, le mot de, je sais pas, peut-être des mandats, il y a eu des mandats, mais il faut qu'elle soit absolument gérée par des fondateurs. Donc moi, c'est la vision personnellement. Pour aller de l'avant, l'écosystème des startups. D'accord. Et selon vous, M. Delti, quels conseils, recommandations vous pouvez donner pour l'amélioration de l'environnement des startups? Déjà, en fait, j'abonde dans l'idée que c'est l'avancée par Simon Savdar, c'est le fait d'avoir une structure qui va piloter et centraliser tous les programmes d'accompagnement qui existent au Maroc et que cette entité soit en fait justement portée par des startups parce que c'est eux qui connaissent très bien les contraintes que traverse chaque startup. Moi, en tant que professionnel expert comptable, je dis que déjà peut-être qu'il faut améliorer le cadre fiscal qui est actuellement en vigueur pour justement encourager davantage d'investisseurs à investir sur le client des startups. Il faut aussi se rendre à l'évidence que quand on voit en fait le niveau d'attractivité des startups ou bien dans quelle mesure les startups marocaines lèvent des fonds au niveau international, malheureusement le Maroc est très loin dans le classement africain qui est dominé par le Nigeria, le Kenya, l'Égypte et la Tunisie. Le Maroc ne figure même pas dans le top 5 des pays bénéficiaires des financements étrangers en matière de start-up. Donc là, je pense qu'il y a aussi un effort à faire pour que les start-up marocaines s'internationalisent. Et là, pour justement qu'elles réussissent cette étape, il faut qu'elles soient bien accompagnées. Et là, je reviens sur le rôle que joue l'expert comptable et que l'expert comptable, vraiment, c'est le professionnel qui peut avoir une lecture, qui a une lecture 360 et même une lecture 3D de l'ensemble des problématiques que peut rencontrer une start-up. Très bien, donc je vous remercie monsieur pour l'ensemble des explications et réponses. Alors je vous remercie et vous donne un rendez-vous pour un prochain épisode, Inch'Allah.